à tous ceux qui sont connectés. Bienvenue dans ce nouveau webinaire Les experts viennent à vous, donc, qui est organisé par Ampersand World. Pour ceux qui seraient présents et qui ne nous connaissent pas encore, on est donc un cabinet de consulting actif dans le recrutement et le coaching carrière. Donc, pour rester aujourd'hui dans la lignée de nos webinaires qui sont orientés sur la performance, c'est la performance d'entreprise aujourd'hui dont on va parler et on va se concentrer particulièrement sur la RSE, donc la responsabilité sociétale des entreprises. Donc, c'est un terme qu'on a beaucoup vu récemment et aujourd'hui, ça va être l'occasion de faire le point sur ce que c'est vraiment et surtout comment, en tant qu'entreprise, ça peut être un atout véritable pour vous. Donc, pendant tout le webinaire, je rappelle que vous pouvez poser des questions, donc n'hésitez pas à les écrire dans le chat. On les posera soit sur le moment, soit à la fin, selon ce qui fait sens. Mais vraiment, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez, on sera ravis de pouvoir les aborder. Donc, aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Marie-Gabrielle Cajoli, une spécialiste dans son domaine. Alors, j'ai presque envie de dire qu'on la présente quasiment plus, hein, mais pour ceux qui la connaîtraient pas encore, je vais quand même la laisser se présenter rapidement. Et puis ensuite, on commencera le webinaire sur le sujet du jour. Voilà, alors je vous laisse la parole pour commencer et puis nous expliquer un petit peu qui vous êtes et de quoi on parle aujourd'hui. Merci infiniment, Fanny, pour cette très aimable introduction et merci de manière générale à Ampersand World de nous créer à tous cette opportunité de m'inviter aujourd'hui. Bonjour à toutes et tous. Je suis donc la fondatrice de Corporate Engagement, qui est un cabinet de conseil établi à Genève et qui accompagne les entreprises dans la mise en place d'une part de leur stratégie RSE, donc de responsabilité sociale de l'entreprise, et également de leur communication et reporting certifié, sur la base notamment des standards internationaux en la matière, à savoir les GRI, les Global Reporting Indicators. On en parlera plus en détail. Et la manière dont je suis arrivée à la question de RSE est d'abord la gestion des risques et puis la gestion de crise. Je suis à l'origine une experte en gestion de crise et communication de crise et il s'est avéré au fur et à mesure des années d'expérience, j'ai plus de 20 ans d'accompagnement d'entreprise et 15 ans à peu près dans le secteur du négoce international et du shipping. Il s'est avéré que nombre de crises survenaient et de fait pouvaient être évitées à partir du moment où on palliait les défauts, les faiblesses en matière de gouvernance, qu'elles soient environnementales, éthiques et de manière générale sociétale, humaine. Voilà comment je suis arrivée. Donc mes démarches d'accompagnement commence toujours par une analyse des risques et de la situation personnelle de l'entreprise pour mieux capter ces opportunités. C'est ce dont je vous propose de discuter aujourd'hui et je peux commencer en partageant l'écran sur une petite présentation qui nous permettra d'amorcer la discussion, qui néanmoins est assez touffue au niveau information, donc je passerai de manière assez rapide sur les différents éléments, l'idée étant d'amorcer la discussion plus qu'autre chose. Alors, donc voilà pour ma présentation. Je précise que je suis certifiée. J'ai un executive MBA de l'Institut de Management, du développement de management à Lausanne en Suisse, avec une spécialisation en finance. Je le précise simplement parce que c'est la manière importante, je crois, de relier tout ce qui est la valeur sociale à la valeur financière de l'entreprise. C'est ça le but. Et en matière de RSE, je suis certifiée en termes de reporting GRI et puis de reporting sur la base des ESG, les indicateurs donc environnementaux, sociétaux et de bonne gouvernance.
qu'est-ce que ce qu'on appelle la RSE, responsabilité sociétale, ou bien développement durable, ou bien corporate social responsibility, avec toutes les différentes terminologies que l'on utilise, on va le voir. Ça a d'abord et avant tout essentiellement à voir avec le concept d'économie circulaire. Et qu'est-ce que c'est que ce concept d'économie circulaire? C'est ce qui est venu succéder au concept, je dirais, traditionnel d'économie linéaire, où on était dans un système économique où on produit et on extrait des matières premières, on les transforme pour en faire des produits manufacturés et consommables, on les transporte, on les utilise et puis ensuite on a ces produits qui se transforment en déchets. Le concept d'économie circulaire est venu bousculer cette représentation de l'économie pour porter l'idée que nous devons travailler en boucle et qu'au lieu de produire des déchets, nous devons reproduire des matières, des produits transformés, réutilisables, recyclables, qui vont permettre de rentrer de nouveau dans la boucle de la production. C'est ça, en quelques mots et de manière très simple. C'est l'idée de ne pas gaspiller. Cette idée d'économie circulaire s'applique notamment, en particulier, à tout ce qu'on appelle la supply chain, donc la chaîne d'approvisionnement. Et c'est un sujet qui est ô combien pertinent pour tous les secteurs, hein, de manière générale, mais en particulier pour le secteur du négoce international et du transport international, notamment maritime, puisque par la vertu du positionnement économique de ce secteur, on a là des acteurs qui peuvent directement, dans le transport et dans l'approvisionnement des matières premières, des matières naturelles, de première nécessité, que ce soit du grain, que ce soit des hydrocarbures, que ce soit toute autre matière, des céréales, etc., ou autre, on a la possibilité de participer à cette économie circulaire à travers notamment des partenariats avec les industries qui sont dans le consommable. On a des exemples de partenariats aujourd'hui avec des Maersk, par exemple, et des H&M, où dans l'industrie textile, entrant dans l'idée d'économie circulaire, au lieu de disposer de matières premières textiles transformées, utilisées en vêtements et puis transformées en déchets, on a des vêtements qui sont réutilisés pour être recyclés. Et là, l'industrie du négoce et du trading peut ouvrir de nouvelles voies de fonctionnement avec également l'application de ce modèle économique business au transport du déchet dans sa retransformation en produit exploitable. Pour présenter ça relativement succinctement. Alors, je mentionnais plusieurs mots qui couvrent le même concept de durabilité, de quelque chose de durable en termes économiques et sociétal. Ces différentes terminologies, on a évolué des années 80 du concept de la citoyenneté au concept de sustainability, durabilité ou pérennité, plus précisément en français, en passant par le concept de responsabilité sociale ou sociétale de l'entreprise, la CSR en anglais, ou sur la base des critères ESG, donc les critères de performance environnementale, sociale et de gouvernance. Tout ce wording, tout ce vocabulaire revient à une chose, c'est penser le futur différemment, de manière à préserver trois éléments, à la fois les profits, parce que c'est du social d'abord pour être profitable d'un point de vue économique, tout en respectant la planète, c'est le deuxième P, profit, dans le respect de la planète, et des êtres humains, le people, le troisième P. Donc ce sont les trois P, c'est opérer son modèle d'affaires de manière à préserver la pérennité de notre planète, de nos ressources naturelles et du bien-être des humains, tout simplement. Alors, qu'est-ce que ça implique? Ça implique de réfléchir d'un point de vue stratégique à comment ce qui est le soft, les soft skills, la valeur sociale,
impacte positivement la valeur financière d'une entreprise. Et là, sur le graphe ou la représentation que je vous propose, on voit qu'on part de l'analyse du risque pour le minimiser, jusqu'à, donc de gauche à droite, le fait d'inspirer de la confiance qui va générer une reconnaissance sociale, qui va permettre d'opérer son modèle d'affaires en respectant les aspects sociétaux et les aspects environnementaux, ce qui va permettre sur la partie droite du graphe de développer de nouvelles parts de marché, pénétrer de nouveaux marchés d'exploitation, être beaucoup plus concurrentiel par rapport à tel ou tel concurrent qui serait moins avancé dans cette démarche-là, d'être également innovant, puisque ça pousse à la créativité par l'établissement de partenariats, de nouveaux produits ou de manières de fonctionner, de nouveaux modes de transport. On peut imaginer beaucoup de choses en fonction du modèle d'affaires de l'entreprise. Pourquoi, in fine, c'est encore une fois la pérennité. On va le voir, cette pérennité, elle est liée à l'acceptation par son écosystème, votre écosystème, celui de votre entreprise, acceptation de votre entreprise et de ce que votre entreprise produit ou développe comme service par la multitude des parties prenantes qui vous entourent. Que ce soit des régulateurs, des gouvernements, des pays d'où vous sourcez vos produits ou des pays où vous les vendez, en passant par vos fournisseurs ou vos clients, sans oublier vos employés, jusqu'à la société civile qui inclut toute la myriade d'acteurs, que ce soit les médias ou les ONG. Tout ça nécessite d'avoir une acceptation aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle très communément the license to operate, donc la licence d'exploitation, non seulement économique, financière, mais aussi sociétale. Et comment s'obtient-elle aujourd'hui? Elle s'obtient en travaillant en fonction d'attentes sociétales qui sont verbalisées, formalisées dans des grands formats, type les objectifs du développement durable, qui avaient été dictés déjà pour 2015 et qui ont été reconduits pour 2030. Je ne les passe pas en détail, il y en a 17 et ils couvrent les besoins essentiels qui permettent de développer un business, un modèle économique dans le respect, encore une fois, des 3 P. Créer de la valeur économique, le profit, tout en préservant la planète, l'environnemental donc, et les êtres humains, le people. Alors, on a ensuite tout un ensemble de formats et de directives mondiales qui ne cessent d'être développées. Je ne les passerai pas en revue en détail, mais je vous donne quelques exemples parmi les plus prégnantes, notamment pour l'industrie, le secteur du négoce et du shipping, à commencer quand on se trouve en Europe par le Green Deal, bien sûr, qui a un objectif, c'est la neutralité carbone d'ici 2050. Il y a tout un ensemble de cadres de régulation qui notamment couvrent ces 3, 6, 8 cadres que je vous présente ici, qui sont souvent régionaux et donc qui s'appliquent à une entreprise en fonction de là où l'entreprise est enregistrée en termes de siège social, et également en fonction de là où l'entreprise source ses produits et les commercialise. En plus de ces grandes directives, ces grands formats d'opération, s'ajoutent des standards de reporting et des indices qui s'appliquent comme le Dow Jones ou le FTSE for Good, non seulement aux entreprises cotées en bourse, mais également comme le CSR Hub ou même le CDP ou ISO, par exemple, ISO que vous connaissez naturellement bien, également aux entreprises qui ne sont pas cotées en bourse. Et c'est le grand enjeu parmi les enjeux de demain,
c'est que de plus en plus de régulations internationales sont produites et imposées aux entreprises cotées en bourse, absolument pas aux entreprises d'actionnariat privé. Néanmoins, la pression sociale pousse les entreprises d'actionnariat privé à, sans obligation formelle, néanmoins avoir cette obligation morale, éthique, à aligner leurs activités en fonction de ces grands standards. Donc, ces grandes directives que je montrais précédemment. Ces standards ici, sur cette slide, sont des standards de reporting. C'est-à-dire qu'à contrario des Citizenship Reports des années 80, où l'on pouvait se prévaloir d'un engagement social sur la base de ce qu'on souhaitait communiquer, aujourd'hui, on oppose une nécessité de faire un reporting audité par des parties externes, telles que celles qui sont sur cette slide, sur la performance sociétale. Et là, on est invité non pas à faire un reporting sur ce qu'on souhaite uniquement, mais à faire un reporting sur ce qui est attendu des entreprises dans leur rôle sociétal, en plus de leur rôle économique. Et ce qui est attendu est explicité à travers un certain nombre de critères qui s'appellent les fameux critères ESG, qui portent sur les domaines environnementaux, sociétaux et de bonne gouvernance. Alors, qui pousse à ce changement social? Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, la première source de pression vient de la communauté financière. J'ai évoqué un peu plus tôt les marchés boursiers, comme le Dow Jones, qui ont leurs indices d'évaluation de la performance sociétale, mais ça ne s'applique pas uniquement aux entreprises cotées en bourse, puisque au marché boursier s'ajoute également la pression des analyses par des agences d'évaluation de la performance sociale, telles que les trois que je vous affiche ici, qui ne sont pas les seuls, mais qui sont toutes des organismes qui produisent de l'information pour les analystes financiers, qui produisent eux-mêmes des analyses donc, et des recommandations, non seulement sur les entreprises cotées en bourse, mais également sur celles qui ne le sont pas ou qui aspireraient à l'être quand elles commencent à préparer un listing ou une IPO. Et puis troisièmement, qui aussi produisent des informations dans lesquelles puisent les départements de compliance des banques. Banques qui, par leur département de compliance, vont prendre en compte la performance sociétale des entreprises pour débloquer des lignes de crédit, pour débloquer des prêts. Voilà. Et pour la petite histoire, on a par exemple au niveau international des Nations Unies les principes d'investissement responsable et on voit les chiffres évoluer. Je n'ai pas les chiffres pour les années 2020 encore, mais de 2010 à 2015, on mesure qu'on a on est passé de 800 à plus de 1400 signataires, c'est-à-dire les communautés d'investisseurs qui signent ces principes d'investissement responsable, c'est-à-dire qui s'engagent dans leur choix d'investissement financier à prendre en compte la performance sociétale des entreprises. Et ça représente en termes d'asset management des sommes colossales et en constante augmentation. Alors, qui encore pousse pour ce changement social? Non seulement la communauté financière, mais naturellement la société. Alors, on est très au fait tous par souvent des scandales ou des choses qui sont levées par la société civile, reproduites dans les colonnes des journaux, donc médias et société civile, mais pas que. C'est tout l'écosystème de l'entreprise qui pousse vers cette voie-là. Pour des besoins de réputation, mais réputation préservée et renforcée dans le bon sens du terme. À travers toute la chaîne de valeur, les fournisseurs comme les clients ont envie de travailler avec des fournisseurs et des clients en amont ou en aval qui sont réputés sur leur marché et bien perçus.
De la même manière, si on parle d'un point de vue RH, les employés d'aujourd'hui et de demain se préoccupent de plus en plus, on l'a vu depuis avec les millenniums, mais également avec les générations futures, de l'organisation qu'ils rejoignent et des valeurs que l'organisation porte et de la corrélation entre leurs valeurs personnelles, les valeurs de l'organisation et ce que l'organisation produit et la manière dont l'entreprise conduit ses activités. Donc la pression, elle est multiple, elle est externe et à la fois interne. Quand on rentre chez soi en tant qu'employé, on a à cœur de pouvoir parler autour de la table du dîner à ses amis, ses enfants, sa famille, etc., de ce que l'on fait du matin au soir et du cadre dans lequel on le fait. Alors, à l'avenir, quel est le profil type du professionnel prenant en compte l'exigence sociétale et les critères de performance environnementale, sociale et gouvernance? C'est un bon storyteller, comme on dit, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire avoir la capacité de transformer les faits et les chiffres qui font l'histoire de l'entreprise et son activité en quelque chose qui mobilise à la fois l'interne, les employés, mais également toutes les parties prenantes externes. Et puis, c'est la capacité à démontrer de l'empathie. Et l'empathie veut dire quoi? Veut dire la capacité à comprendre quelles sont les attentes de ces parties prenantes externes, ce qui implique l'organisation à être dans le dialogue. Ce qui veut dire que les métiers de demain, quelle que soit la spécialisation financière, technique, ingénieur, commerciale, etc., incluront tous une capacité à communiquer la raison d'être d'une entreprise et la manière dont elle développe ses activités. Naturellement, ça ne peut pas être que du soft. Il faut également avoir une solidité au niveau de la compréhension du business et du modèle d'affaires de l'entreprise pour que l'aspect soft et l'engagement sociétal aient un sens au regard de la performance économique de l'entreprise et pour que la performance sociétale ajoute à la performance économique. Et ça implique une approche holistique, c'est-à-dire globale de l'organisation. Ça implique une très forte coordination en interne pour que le bras droit sache ce que le bras gauche fait et qu'il y ait là une cohérence. C'est ce qui permettra de gagner des ambassadeurs en interne comme en externe, d'influencer de manière positive son environnement, c'est-à-dire de créer cette espèce de snowball effect, de boule de neige positif au sein de toute une chaîne de valeur, toute une chaîne d'approvisionnement. En connaissant bien son paysage économique, c'est-à-dire ce que font les autres sur notre même marché, en étant dans la capacité d'être motivant, c'est-à-dire de jouer un rôle de modèle qui ouvre la voie, tout en montrant effectivement où est l'intérêt commercial et économique de l'entreprise. Sinon, grande différence, on tombe dans de la philanthropie, ce qui est autre chose. La philanthropie n'a pas à être nécessairement corrélée avec la raison d'être économique de l'entreprise. C'est la cerise sur le gâteau, mais ça n'est pas le gâteau. La philanthropie, c'est du don, tandis que la responsabilité sociale de l'entreprise, c'est comment le modèle d'affaires de l'entreprise est à la fois performant sur le plan économique et sur le plan sociétal. Et ça nécessite point 9 et point 10 de savoir le communiquer et puis d'innover, toujours. Merci beaucoup pour votre attention et je suis ravie de prendre des questions et puis de creuser en fonction de vos intérêts. Alors, on a déjà 2-3 questions. Peut-être qu'on peut commencer par faire un petit peu un entonnoir, si je peux dire ça comme ça, dans le sens de parler de ce qui se passe actuellement et ensuite de se focaliser un petit peu sur les entreprises, comment est-ce qu'il faut s'y prendre, pourquoi ils le font, qui s'en occupe et surtout, j'ai déjà justement une question par rapport à ça. Aujourd'hui, les formations qui sont reliées à ce domaine-là, justement, qui commencent à être reconnues, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, peut-être qu'on peut faire un petit peu dans cet ordre-là, ça sera peut-être plus simple à comprendre. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe exactement dans l'industrie par rapport à ça? Quelles sont les tendances qu'on voit émerger? Parce que j'imagine que
que c'est quand même quelque chose de... C'est pas complètement récent, mais aujourd'hui, on entend tellement parler de savoir finalement quels sont les enjeux actuels. Alors, alors oui, effectivement. Alors les enjeux, on peut prendre la question à différents niveaux. Il y a les enjeux thématiques. Je pourrais commencer par ça ne va surprendre personne. Le réchauffement climatique, l'enjeu environnemental, on sort de la, voilà, on a la COP26, etc. C'est un enjeu qui est au top de la pyramide des priorités, quelle que soit l'industrie et au niveau mondial. Donc ça, c'est évident. Je saute là du thème à la manière de conduire ou d'aborder ces enjeux-là parce que c'était très intéressant. Je ne sais pas si vous avez suivi dans l'actualité récente, mais justement autour de ce sommet ont été mis en cause les dirigeants qui se sont réunis pour parler du climat en arrivant tous en jet privé. Oui. Donc, il y a non seulement les enjeux thématiques, mais quand on arrive à un sommet mondial pour plaider pour un mouvement, une mobilisation du milieu du secteur privé économique et du secteur public et du secteur politique, etc., autour d'un même enjeu global de l'humanité, on va dire, il y a aujourd'hui dans tout ce qu'on fait, ce qu'on entreprend, un besoin aussi de cohérence entre ce que l'on porte et la manière dont on le porte. Donc là, c'est un petit exemple. Les acteurs même qui prêchent ce changement social sont également rendus redevables de la manière dont ils le prêchent. On ne peut pas porter une voix et un thème sans être en cohérence par rapport à ce thème. Voilà, donc ça, c'est une première chose, donc l'enjeu environnemental qui ne surprend personne. Il y a un deuxième enjeu qui traverse toutes les industries, qui pour certaines industries paraît parfois plus éloigné, notamment souvent, je l'ai entendu, pour l'industrie, le secteur du trading et du shipping, et qui est néanmoins clé, ce sont les droits humains. C'est le deuxième grand enjeu au niveau global à l'agenda du développement durable, de l'engagement socialement responsable. Et alors les droits humains, ça couvre un ensemble de sous-catégories, de sous-thématiques, comme le travail des enfants, comme la liberté de se réunir et de se formaliser en syndicat, de revendiquer une équité en matière de rémunération, une équité entre hommes et femmes au niveau de la rémunération, etc. Enfin, les droits humains couvrent une mosaïque de sous-thématiques tout aussi importantes les unes que les autres, et on peut dire plus ou moins pertinente ou prioritaire en fonction de son secteur et puis de l'activité de l'entreprise. Mais néanmoins, globalement, c'est un sujet qui s'applique à toute industrie et à toute entreprise. Okay. Et puis la troisième thématique, qui est, si on avait une matrice, elle est corrélée avec les deux autres, c'est le contrôle à travers la chaîne d'approvisionnement. Et ça, c'est une grande évolution aussi en termes de mentalité. Je parlais tout à l'heure à propos de la thématique environnementale, de la cohérence que l'on demande. Là, c'est une évolution aussi en termes de mentalité. C'est qu'il est bon en tant qu'entreprise de s'engager à gérer son empreinte carbone, à gérer que l'on soit dans des démarches éthiques et de respect des principes fondamentaux anticorruption, etc. Par exemple, limiter les abus, les situations de discrimination, etc. Ça n'est pas suffisant. Ce qu'on demande aujourd'hui aux entreprises, et la Suisse est bien placée pour le savoir, les entreprises en Suisse sont bien placées pour le savoir, c'est que l'entreprise s'interroge si ses fournisseurs ou ses clients sont également dans cette démarche-là. C'est la fameuse initiative populaire qui a été lancée et qui rendait les entreprises redevables de non seulement s'occuper d'avoir des bonnes pratiques à son propre niveau, mais que ses partenaires d'affaires aient également des bonnes pratiques. Et même si l'initiative populaire de novembre 2020 a été rejetée, néanmoins, le projet fédéral a été adopté de facto.
et ils portent tout de même la même ambition. Donc ça, c'est la grande troisième thématique, c'est le contrôle de toute la chaîne d'approvisionnement et non pas d'un seul acteur. Et puis la quatrième, c'est tout ce qui est diversité et inclusion. Donc le fait de, à la fois au sein de son corps d'employés, au sein de l'entreprise, mais également de ses sous-traitants, donc à l'externe de l'entreprise, avoir par exemple, dans son service de procurement, des principes qui sont dans le respect de la diversité et de l'inclusion. Ça s'inscrit dans la limite de tous les risques de discrimination. Donc, être inclusif sur toutes les diversités, que ce soit en matière de genre, homme-femme, d'âge, de parcours professionnel, d'origine ethnique, confessionnelle, et que sais-je encore. Ce sont les 4 thématiques. Okay. Oui, c'est des thématiques finalement qui sont assez, on va dire, connues de tous et sur lesquelles, évidemment, il faut faire aujourd'hui des actions un peu plus poussées que ce qu'on fait. Après, ça qu'on parlait, il y a une question par rapport à ça. On parlait justement de la COP26 avec ceux qui arrivent en jet privé. Est-ce que tout ce qui est autour de la RSE, est-ce qu'il y a un risque qu'on soit un peu comme dans l'écologie, tout ce qui est un peu greenwashing finalement? Est-ce qu'il y a un risque avec ça ou est-ce que le fait que potentiellement, je ne sais pas si ce soit audité par finalement des entreprises externes, ça pourrait éviter certaines entreprises de dire moi je fais ci, ça, alors que finalement il ne se passe pas grand-chose derrière, ou est-ce qu'il y a finalement il y a un risque de se retrouver un peu comme dans ces situations de greenwashing qu'on peut voir. Absolument. On a le greenwashing, on a également ce qu'on appelle aujourd'hui le bluewashing, c'est-à-dire le même principe mais sur les choses non pas environnementales mais sociales. Et la démultiplication des standards est venue en écho ou en réponse à la démultiplication souvent de communication sociale ou de rapports RSE de nature purement narrative et non factuelle. C'est-à-dire du narratif sur le storytelling dans le mauvais sens du terme, où on développe une histoire qui relève davantage d'une communication marketing que d'une communication de type reporting sur la base de critères, qu'on soit certifié ou pas. Aujourd'hui, ce qui est pertinent pour établir la crédibilité de sa communication, de son reporting extra-financier, c'est d'aligner ce que l'on dit sur les critères qui sont édictés par les standards que je mentionnais tout à l'heure, que ce soit des directives de type Nations Unies, le UN Global Compact, que ce soit les SDGs, les objectifs du développement durable, millénaire, que ce soit des standards de reporting établis comme les GRI. On peut faire du reporting que l'on aligne sur les GRI, même si on n'est pas certifié GRI. Mais le fait de prendre en référence ces critères-là crée de la crédibilité parce qu'on assoit son reporting sur quelque chose de tangible. Ouais. Et sur une démarche méthodologique. Et puis peut-être très brièvement, parce que j'ai une question par rapport à ça, vu qu'on parle justement des règles un peu autour de matière de RSE, est-ce qu'aujourd'hui c'est sanctionné, que ce soit en Suisse ou en France, est-ce que finalement les entreprises qui disent appliquer certains critères et ne le font pas, est-ce qu'il y a des sanctions qui sont données ou est-ce que finalement ça reste un peu vague Alors, on n'est pas dans la sanction, par contre on est maintenant dans l'obligation, ce qui est un énorme pas qui a été franchi, parce qu'on est passé de l'incitation à travers des directives internationales à une obligation pour les entreprises cotées en bourse. Oui, et le côté obligation, je pense que c'est justement important d'en parler aujourd'hui, de dire c'est plus juste des concepts, des critères comme ça dont on parle, puis qu'on laisse un peu de côté parce qu'on a l'impression que ça ne concerne pas tout le monde, mais que finalement aujourd'hui c'est obligatoire pour ces entreprises cotées, mais demain ça peut l'être pour toutes sortes d'autres entreprises, même privées. Donc oui. le fait de s'y intéresser aujourd'hui... Et ça l'est déjà parce que même si ça n'est pas une obligation réglementaire pour les entreprises non cotées en bourse, les entreprises privées, ça l'est parce que les pratiques se développant dans cette direction-là, c'est ce qu'on attend des entreprises privées également. Et d'autre part, cotées en bourse ou pas, quand on dépend des credit lines, des lignes de crédit des banques ou des prêts, les banques fonctionnent sur la base de ces critères-là aujourd'hui. Oui.
Donc, le dialogue, la conversation et la relation de confiance avec la banque et avec les départements de compliance s'inscrit dans ce cadre-là. Oui, aujourd'hui, ça influence beaucoup sur les partenaires avec lesquels on travaille, que ce soit, même nous, on parle de recrutement, hein, j'imagine que dans quelques années, les entreprises qui font rien par rapport à ça, elles seront peut-être moins attractives aussi sur le marché, par exemple. Absolument. Donc, ça va vraiment se... de compétition. Voilà. Tout à fait. Exactement. Pour être au moins au niveau de son industrie et dans les first tier, ou bien carrément se positionner en tant que leader, il faut intégrer ça et puis démontrer sa capacité à combiner la performance sociétale avec la performance financière. Aujourd'hui, il n'est plus accepté de démontrer d'une performance économique et financière uniquement au détriment potentiellement des deux autres P, Planet and People. Ouais. Les banques et les marchés financiers ne prennent pas le risque, ces entreprises-là. Ok, c'est intéressant. Et du coup, alors peut-être que si on peut rentrer dans le vif du sujet des entreprises elles-mêmes, peut-être pour les gens qui nous regardent et que ça intéresse, justement, comment en tant qu'entreprise, que ce soit une grosse entreprise, une PME, des entrepreneurs, aujourd'hui, comment s'y prendre pour débuter ces démarches, en fait, tout simplement, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, je dirais la première chose, c'est vraiment l'analyse de risque. Parce que la crédibilité, alors, quand on prend des standards qui existent actuellement, ils sont multiples, démultipliés. Et il ne s'agit pas de tout faire. D'abord, c'est impossible. Et puis, ça n'est pas pertinent. Dans la méthodologie RSE d'aujourd'hui, ce qui est demandé, c'est d'être sélectif, mais de manière pertinente. Et la sélection, la manière de cibler de manière pertinente, c'est de démarrer sa démarche RSE par une démarche d'analyse des risques. Quand on est capable d'identifier les failles potentielles de son business, y compris les failles incontournables, il n'existe pas sur cette terre, dans notre économie, un business irréprochable. Tout comme il n'existe pas de consommateur irréprochable. Nous vivons tous dans un mode d'économie où il est extrêmement difficile d'être complètement neutre d'un point de vue carbone, ou etc. En revanche, identifier là où on a, d'une part, un impact négatif potentiel significatif permet de réfléchir à comment le juguler. Et d'autre part, identifier là où on a la capacité d'avoir un impact positif maximal donne la possibilité justement de l'exploiter au maximum, cet impact positif, et de créer de la valeur sociale dans le déploiement de sa valeur économique. Donc, la première étape, c'est identifier vraiment son modèle d'affaires là où on a un impact et sur qui. Donc, l'identification. La deuxième étape, c'est de prioriser où son impact, positif ou négatif, est matériel, c'est-à-dire va réellement créer une différence. Et se concentrer là-dessus. Et se concentrer là-dessus, c'est la troisième étape. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, savoir mesurer. On ne peut agir que si on mesure. Donc, mettre en place des outils pour mesurer le risque ou la capacité, l'opportunité de positif, de créer de la valeur. Et puis ensuite, monitorer, c'est-à-dire suivre, mettre en place les outils pour suivre. Donc ça, je dirais, c'est le B à bas, les trois démarches, c'est l'identification, la priorisation, et puis ensuite se doter des outils pour suivre cela et agir. Et alors, à partir de ce moment-là, on peut être très créatif. On peut inventer des partenariats, on peut voir ce qu'on peut développer pour pousser ce qui est bon déjà, on peut voir ce qu'on peut développer pour limiter ce qui est compliqué, complexe ou difficile. Et là, on est dans une créativité, puis dans un engagement avec X, Y, Z à l'intérieur, les employés par exemple, ou à l'extérieur, tout type d'autres organisations. Il y a une partie, il y a un élément aussi clé dans la démarche pour les personnes qui nous écoutent actuellement, c'est qu'il faut absolument que ça vienne du top de l'entreprise. La RSE, c'est quelque chose de transversal qui doit être inclusif. Il doit y avoir une personne RSE qui coordonne, mais cette personne ne peut pas réaliser la performance sociétale de l'entreprise. Il faut associer la partie juridique, financière, technique, ingénierie, procurement, etc. C'est à la croisée
de toutes les fonctions de l'entreprise. Et il faut qu'il y ait, pour que ça arrive, cette coordination transversale, il faut qu'il y ait une décision et une volonté politique au niveau de la direction de l'entreprise. Sans volonté politique, c'est extrêmement difficile, encore une fois, de boucler la boucle et de s'assurer que le bras droit et le bras gauche savent ce qu'ils font respectivement et sont dans la cohérence. Et donc, vis-à-vis de l'externe, dans la crédibilité. Beaucoup de crises viennent de ça. D'extrêmement belles et bonnes, positives choses sont faites, mais en même temps, des failles sont béantes et donc, ces failles mises au jour viennent balayer toute la valeur sociale positive qui est faite par ailleurs. Ok, donc là, voilà, donc ça va partir du top management à un moment donné, d'avoir cette volonté de mettre des critères en place. Mais après, au sein du coup de l'entreprise, on va dire concrètement, qui va s'en occuper? Est-ce qu'il y a un département en particulier? Est-ce qu'il faut faire appel à des gens externes pour avoir aussi peut-être des fois un recul sur l'entreprise, sur ce qui se passe? Finalement, si on dit, OK, je vais mettre ça, si moi demain je suis dirigeant et je vais mettre ça en place, qui s'en occupe exactement dans mes employés? Alors, les deux, c'est l'interne et l'externe. Il n'y a pas d'entreprise aujourd'hui, et même les plus grandes multinationales, qui gèrent ça complètement en interne. Okay. La raison qui justifie ça est la suivante, parce qu'il faut faire appel à des compétences externes pour faire de l'audit. Il faut avoir le regard externe pour pointer là où il y a des opportunités ou là où il y a des failles. De la même manière, l'externe ne suffit pas. Il faut une implication en interne. Alors, soit on est une entreprise très grande, de grande taille, et dotée de ressources internes importantes qui permettent d'avoir un département ou qui permettent d'avoir une personne ou deux ou trois ou 10 personnes en fonction d'une PME ou d'une multinationale. La dimension du département sera différente, mais on a des ressources internes qui vont permettre de jouer ce rôle de collecte des données, de coordination des différentes fonctions en interne pour porter la démarche RSE. Ou bien on ne l'a vraiment pas et on peut s'appuyer complètement en externe. Mais même, et là je suis bien placée pour le dire, même le consultant externe a besoin d'un référent en interne. Oui. Mais je travaille avec des entreprises qui n'ont pas nécessairement un point de contact unique. Mais ça veut dire avoir identifié dans les différentes fonctions clés de l'entreprise, ou plutôt intégrer que les responsables des différentes fonctions clés de l'entreprise intègrent également la préoccupation et les principes RSE. Ok. Et du coup, là, finalement, on part de la base, on va identifier donc les risques. Et qu'est-ce qu'on fait si finalement on a des risques, mais on ne peut pas forcément leur apporter de solution dans l'immédiat? Oui. Alors, ça, c'est une question excellente parce qu'elle nous rend humbles. Encore une fois, aucune entreprise sur cette terre a la possibilité de juguler tous les risques et puis d'apporter une réponse à tous. Ce qui est attendu en matière de responsabilité des entreprises, et ça c'est une nuance très importante, ça n'est pas d'être irréprochable. Ce qui est attendu, c'est d'être transparent et volontaire. Et la transparence n'implique pas de dire tout sur son modèle d'affaires et puis ce qui représente des données confidentielles naturellement à protéger pour protéger ses parts de marché et sa compétitivité. La transparence implique de dire oui, en tant qu'entreprise, nous assumons le fait d'avoir un engagement socialement responsable, nous communiquons les priorités en fonction de nos risques, c'est-à-dire notre capacité, là où on a la capacité d'agir réellement de manière positive, là où notre modèle d'affaires représente un risque pour la planète ou pour les humains, et donc ce qu'on fait pour juguler ce risque. Donc l'exigence, elle est sur la prise de conscience, 2, la prise de responsabilité, à identifier et à faire. Pas nécessairement à tout contrecarrer. Si vous êtes une société de shipping, forcément, vous ne pouvez pas avoir une empreinte carbone neutre. En revanche, être capable de mesurer son empreinte carbone, prendre l'engagement de tâcher de la réduire
en travaillant, par exemple, en conformité avec les principes édictés et les nouvelles lois de l'Organisation mondiale maritime, en ayant une flotte de navires qui développent les meilleures technologies pour réduire l'impact de la pollution, de la pollution sonore, pour préserver la biodiversité, etc., être capable de communiquer, de s'engager sur ces sujets, de le communiquer et de communiquer ce qu'on fait et de le mesurer, c'est ce qui est attendu. Donc, finalement, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de... Quand on parlait de sanctions avant, finalement, aujourd'hui, c'est pas vraiment des obligations en tant que telles, dans le sens où finalement, c'est aussi de reconnaître peut-être ce qui ne va pas dans une entreprise ou les risques, et puis d'en prendre conscience et de dire, OK, là-dessus, qu'est-ce qu'on pourrait faire de positif et comment l'améliorer. Voilà. Mais il n'y a pas, par exemple, une obligation de dire, ah bah, telle entreprise, justement, de shipping doit faire... doit avoir telle empreinte carbone, sinon il est sanctionné ou quoi que ce soit. Il n'y a pas vraiment encore ce côté, j'ai envie de dire, administratif. Ouais. Oui, sauf avec, tout de même, il faut le dire naturellement, pour tout ce qui est dans le cadre de la loi, parce qu'après, il y a des lois, donc il y a des lois anti-corruption, il y a des lois anti-discrimination, etc. Donc ça, il n'est pas question de faire au mieux, il est question de les appliquer. Mais tout ce qui va au-delà de la loi, c'est de l'incitation à, et l'attente est de démontrer de son engagement à le faire, et puis d'être factuel dans son reporting sur la manière dont c'est conduit, au regard de critères établis, et non pas au regard de son prisme personnel en tant qu'organisation. C'est-à-dire dire ce qu'on veut quand on veut. On a beaucoup de questions aujourd'hui, donc il y en a une que je vais lire parce qu'elle est un peu longue, mais elle peut être intéressante. Sur l'analyse des informations de performance sociétale par les banques, est-ce que c'est vraiment un sujet de compliance ou est-ce que tout ce qui est politique RSE, c'est pas évalué séparément, par exemple, comme les critères financiers? Alors, mon expérience, c'est que ça siège essentiellement la gateway, hein, c'est le département compliance, c'est l'analyse. C'est aussi, oui, les équipes qui vont évaluer la performance de l'entreprise pour accéder au déblocage d'un financement. Ça passe par là. Ok. Est-ce que ça fait partie, le fait d'instaurer peut-être justement dans une entreprise des espaces verts, par exemple, pour les employés au sein de l'entreprise, est-ce que ça fait partie du développement RSE pour une entreprise, par exemple? Est-ce que ça peut être un critère? Oui, ok. Absolument. Ensuite, c'est une question de pondération. Si vous êtes une entreprise d'hydrocarbures et puis que vous développez de magnifiques bureaux selon toutes les normes écologiques, etc., et puis que vous avez des espaces verts pour vos employés, mais que rien n'est fait sur vos puits d'extraction de pétrole et de gaz, l'action positive et qui a sa valeur intrinsèque ne va pas être suffisante pour démontrer de l'engagement RSE naturellement. Parce que le modèle d'affaires achoppe sur quelque chose. Si vous avez de beaux espaces verts pour les employés, mais que dans votre modèle d'affaires, vos employés sont exposés à des risques en termes de sécurité, les beaux espaces verts ne vont pas suffire. Par contre, s'il y a la prise en compte de la qualité au travail, de l'ergonomie d'un site, de l'aménagement d'horaire, que sais-je encore, et puis de la préservation de la santé des employés, etc., là, oui, ça fait sens. Il y a quelque chose, encore une fois, on revient aux mêmes terminologies de cohérent et d'holistique. Oui, c'est vrai que je pense que c'est important ce côté de cohérence, justement, de pas... finalement, il faut avoir une vision un peu à 360 degrés sur son entreprise et pas agir juste sur ce qui les arrange aussi parfois. Absolument. C'est-à-dire qu'il y a des éléments qui peuvent être soit le supplément d'âme est absolument fantastique, soit paraître complètement accessoires si les fondamentaux ne sont pas pris en compte. Ouais. Et du coup, pour les personnes qui seraient intéressées justement à en apprendre plus sur la RSE, on a évoqué ensemble les côtés formation. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a comme formation reconnue auxquelles les gens qui nous regardent aujourd'hui pourraient s'intéresser, par exemple? Alors, il y en a de plus en plus.
par différentes voies dans les formations techniques. Alors, il y a de plus en plus de certificats, de diplômes universitaires en matière de RSE, stricto sensu. Et puis, ce qu'il y a, et ce qui me semble, mais c'est une opinion tout à fait personnelle hein, que je partage, ce qui me semble plus intéressant, c'est qu'il y a de plus en plus, mais pas encore de manière systématique, l'intégration des enjeux RSE dans les autres formations. C'est-à-dire que quelqu'un qui se forme avec en juriste doit aussi avoir une notion RSE. Un comptable financier doit aussi avoir une notion RSE, une compréhension de ce que c'est. Un commercial ou une commerciale, les RH, les communicants, etc., etc. C'est parce que la RSE est transversale. Et de la même manière, quelqu'un qui ne serait formé qu'en RSE deviendrait un technicien, un expert de ça, mais sans compréhension de tout l'écosystème économique de l'entreprise, il peut y avoir un manque. Donc, les formations sont multiples. Je trouve très intéressantes les formations professionnelles aussi, continues, qu'elles passent par les organisations faîtières, qu'elles passent par des formations en ligne, la plupart des standards internationaux aujourd'hui proposent des formations en ligne. Hein. Et donc, ça a son intérêt et puis on en trouve, oui, facilement. Que ce soit à travers la voie académique ou la voie, je dirais, professionnelle, ça se démultiplie. Oui, et puis finalement, justement, ça va toucher tout le monde dans une entreprise. Enfin, tout le monde va devoir s'y intéresser de près ou de loin quand même. Oui. C'est ça aussi qu'il faut que je pense que les gens prennent conscience, c'est que c'est pas, même si on n'est pas expert dans le domaine, il faut quand même avoir quelques notions de ce qui se passe un petit peu aujourd'hui pour pouvoir le mettre en place. Alors, il y a une chose que je fais beaucoup et que je recommande toujours quand je commence à travailler avec une entreprise, sauf à ce que l'entreprise ait déjà un long parcours, mais à la personne à qui a été donné le mandat RSE, c'est d'organiser en interne un premier workshop avec toutes les fonctions clés décisionnaires pour poser le cadre, en fait, mettre les cartes sur table pour que tout le monde parle le même langage, que ce vocabulaire assez diffus qui est manié différemment en fonction de son parcours professionnel, ingénieur ou social, etc., soit commun à une équipe de fonctionnement. Donc, c'est ce qui m'amène, c'est ce qui rend les choses possibles aussi, c'est de faire de la formation en entreprise pour tout le monde, vraiment pour faire de la pédagogie sur ce que c'est la RSE et ce que ça n'est pas. Ouais. Et du coup, peut-être là, une question un peu plus ciblée dans ce qu'on a parlé avant pour le côté trading. Il y a ce côté où les traders, ils devaient plus ou moins valider chaque deal par le risque ou la compliance à un moment donné. Est-ce qu'on pourrait envisager que, par exemple, chaque deal doit être préalablement validé sur des critères environnementaux? Est-ce que c'est des choses, par exemple, qui ont vocation à être mises en place ou est-ce que finalement, c'est un peu trop à ce jour? Non, il faut. Et puis, il faut toujours cibler les étoiles. Exactement. Il faut toujours cibler plus haut et puis on est sûr d'attraper la lune. Il faut, mais encore une fois, l'ambition n'implique pas nécessairement la contrainte exhaustive, mais l'ambition, il faut l'avoir. Parce que c'est cette ambition qui va permettre en fait d'avoir un pas de plus que ses concurrents. Et puis qui va engager la crédibilité de l'entreprise. C'est une valeur ajoutée. C'est en ayant cette ambition qu'on se donne les moyens d'être innovant. Et une des réalités, hein, très souvent, c'est la réticence à s'engager, c'est la peur que ce soit une usine à gaz, c'est la peur que ce soit compliqué, difficile et coûteux. Mais la première étape de poser le cadre, les cartes sur table et de faire son observation, son petit audit interne, montre très souvent que beaucoup de choses existent déjà qui ne sont pas exploitées. Parce qu'on n'a pas mis dessus le label RSE, mais c'en est. Et donc, la première étape, ça n'est pas de rajouter du travail. La première étape, c'est de faire un bon audit, l'analyse de ses risques et de ses réalités positives pour pallier les uns et minimiser les uns et maximiser les autres.
Et à partir de là, se développent des actions tout à fait naturelles, nouvelles, qui vont être dans cette trajectoire-là et qui vont s'inscrire avec peu, je dirais, d'efforts supplémentaires, que ce soit en termes de temps ou en termes financiers. Et surtout, qui vont être cohérentes. Ouais, c'est important, je pense aussi de faire comprendre que ça va pas prendre tout le temps non plus de faire ça. Enfin, finalement, c'est des petites actions qu'il faut faire dans une entreprise, mais Oui. ça prend un temps qui est quand même raisonnable et surtout que ça va être un atout pour les entreprises parce qu'aujourd'hui, on voit toutes celles qui sont innovantes, bah, finalement, elles passent au-dessus, elles avancent et puis celles qui ont 3 trains de retard, bah, c'est compliqué. Après, Oui. ça devient juste l'obligation de faire pour le faire, mais finalement, ça n'a pas de valeur ajoutée plus que ça. Et on tombe dans le fastidieux et on tombe très facilement à ce moment-là dans le greenwashing et le bluewashing. Mais le fait de se dire que ça n'est pas forcément, il n'y a pas un engagement, une responsabilité d'exhaustivité, je crois que c'est un message important pour les PME. On peut être petit ou de taille moyenne et avoir une bonne performance sociale et sociétale et être en mesure, sans déploiement excessif de ressources humaines, de temps et de ressources financières, de le valoriser et de le démontrer. Alors, comme on arrive bientôt vers la fin du webinaire, je vais prendre encore deux questions. Alors, il y en a une, moi, je ne sais pas de quoi il s'agit, hein, donc je ne sais pas si on va pouvoir y répondre ou pas. On me demande si la méthode Lean Six Sigma, qui a fait ses preuves et qui reprend un peu ses principes de top-down inclusif, est-ce qu'il existe quelque chose d'équivalent pour justement la RSE? Oui, il y en a. Là, il nous faudrait plus de temps parce qu'on arrive à la fin, mais oui, absolument. Il y a beaucoup de, il y a énormément de méthodologies et de démarches. Je peux me communiquer des démarches en 10 points. Enfin, on a de quoi, des cadres vers lesquels se référer pour développer pas à pas sa démarche RSE. Oui, absolument. Et justement, tout comme on l'a dans différents domaines, si on veut spécifiquement aborder les questions environnementales ou les questions financières et comptables, etc., etc. Et justement, peut-être par rapport à ça et au sujet global, est-ce qu'il y aurait des sites ou une presse particulière que vous pourriez recommander pour s'instruire un petit peu plus sur le sujet, qui sont pertinents et qui donnent des informations plutôt véridiques? Alors ça, c'est une bonne question à laquelle je devrais, qui m'interpelle parce que aucun site ou référence unique me vient en tête. Elles sont multiples. C'est vrai que c'est la difficulté de la RSE. C'est diffus parce que ça recouvre énormément de thématiques. On a à peu près l'équivalence également en importance, énormément de littérature, je dirais, en fonction de ce sur quoi on se concentre. Mais ma recommandation serait d'aller piocher des informations chez les ISO, par exemple toute la littérature de la norme ISO 26000, sur les GRI, et toute la nomenclature, parce que là, on a l'exhaustivité des thématiques et des types de critères et d'indicateurs qui peuvent faire sens pour une entreprise. Ok, bah parfait. Bah, je pense que ça va être le mot de la fin. J'espère avoir répondu au maximum de questions. S'il y a encore des interrogations, évidemment, n'hésitez pas à nous écrire un email après la présentation que je pourrais relayer à Marie-Gabrielle si besoin, ou si vous avez envie de plus d'informations par rapport à ce qu'elle propose ou pour votre entreprise. Enfin, surtout, n'hésitez pas à m'écrire et puis comme ça, je peux vous mettre en relation aussi. Alors, bah, tout d'abord, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je pense que vu le nombre de questions et de commentaires, la présentation a suscité en tout cas beaucoup d'intérêt. Donc, c'est super et on espère aussi que justement, ça va être un moyen pour toutes les personnes qui nous regardent d'en parler aussi au sein de leur entreprise et de faire peut-être avancer les choses si ce n'est pas encore en place. Donc déjà, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. Et puis, pour ceux qui voudraient suivre les prochains webinaires, on a le 25 novembre le prochain webinaire avec celui qu'on ne présente quasiment plus, Arnaud Loriot,
pour parler de la digitalisation dans le marché des matières premières. Donc, on reste sur l'innovation, voilà, on aime bien, mais sur un autre sujet. Donc, en tout cas, merci beaucoup, Marie-Gabrielle, pour aujourd'hui et pour nous avoir instruit un petit peu plus. Merci Fanny pour cette invitation et merci à vous toutes et tous qui étiez en ligne. Et puis, je répondrai très volontiers à des questions qui pourraient parvenir à Fanny. Et je vous souhaite... Et il faut y aller. Il faut y aller, là. Oui, il faut y aller, voilà. C'est le mot de la fin, il faut y aller maintenant. Il faut y aller volontairement avant d'y être contraint, c'est beaucoup plus agréable. Et ça fait plus de sens. À tout, j'ai vu une question sur les risques qui ne peuvent pas être jugulés tout de suite, mais il y a toujours des solutions. Elles peuvent être aussi à moyen et long terme. Voilà. C'est bien. Voilà, merci à tous et puis bon après-midi et à bientôt. Également. Au revoir. Merci, au revoir.